Est-ce que tu te rappelles l'une des premières lignes du poème de Paul Éluard? C'était Liberté, j'écris ton nom. Et ce poème a été publié clandestinement lors de l'occupation de la France par les nazis. Et ces lignes n'ont pas pris une ride et elles restent d'actualité. On les voit surgir aujourd'hui en plusieurs occasions. Par exemple, à la suite des attentats des dernières années ou lors des rassemblements de Gilets jaunes. Mais le mot liberté a été récemment scandé chaque semaine et durant des mois par des foules de manifestants qui s'opposaient à l'obligation vaccinale, au pass sanitaire ou bien à la retraite à 64 ans. Sauf exception relevant d'une forme de pathologie, par exemple le syndrome de Stockholm ou bien une dépendance affective, un masochisme, quelque chose de cet ordre. L'humain recherche la liberté. Mais être libre ne signifie évidemment pas faire ce que l'on veut quand on veut. Vouloir la voiture ou la maison de mon voisin ne m'autorise pas à les prendre. Et si je le fais, je serai jugé sur ma conduite en fonction des lois en vigueur et probablement privé de liberté par la prison. Être libre, c'est souvent essayer de concilier les lois de la société avec celles que l'on s'est données à soi-même et qui sont de l'ordre de l'éthique personnelle. Vivre libre en pensée et en acte, c'est donc une tâche assez difficile, notamment lorsque les lois que l'on s'est données à soi-même s'opposent ou ne coïncident pas avec celles imposées par une société. Et peux-tu nous donner un exemple concret? Oui, supposons que je sache qu'une mère de famille vole régulièrement sur les étals de l'hypermarché dans lequel je travaille, dans le but de nourrir son enfant et son chien. Alors, en tant que témoin de ces vols à répétition, je suis moralement, du point de vue de la loi, censé signaler à qui de droit ce délit et rappeler à cette mère de famille qu'elle ne doit pas agir de la sorte. Dans le même temps, ma conscience personnelle peut parfaitement refouler ce devoir de signalement, estimant que ces vols passeront en pertes et profits, car ils ne représentent pas grand-chose au regard de ce qui est jeté quotidiennement par l'hypermarché dans lequel je travaille. Et connaissant faire, je sais que ce trio mère, enfant, chien pourra continuer de survivre. Dans ce cas précis, il y a une opposition entre la loi sociale, me suggérant de dénoncer un délit répété auprès d'un responsable qui en informera l'officier public. Et d'autre part, ma loi personnelle qui ne voit pas les choses de la même façon. Donc, en tant qu'esprit libre, je peux très bien ne pas dénoncer cette dame, faire comme si je n'avais rien vu. Par contre, si je me rends compte de visu que cette même mère maltraite son enfant ou son chien, quelle qu'en soit la raison, je la signalerai à qui de droit afin qu'elle cesse ces agissements qui sont inacceptables selon ma sensibilité, tant pour l'enfant que pour le chien. Et sans aucune hiérarchie entre les deux, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'il y a des violences plus ou moins graves que d'autres. Pourquoi? Parce qu'on sait que la violence se manifeste selon une logique des vases communicants. On sait que les maltraitances à l'égard d'un enfant et d'un chien forment une même boucle de violence. Car on a remarqué que lorsqu'un animal est battu dans un foyer, un enfant a de fortes chances de l'être aussi, et inversement. Donc, je choisis librement l'option de la dénonciation dans ce cas précis. Il m'est alors bien égal qu'on associe mon acte à une dénonciation ou une délation, puisque je suis en accord avec moi-même, c'est-à-dire avec ma propre loi découlant de ma liberté d'agir et de penser. Cet exemple que tu viens de prendre montre bien comment le vécu sensible, l'appréciation personnelle et la liberté de penser influent sur la façon de comprendre une situation. On peut suivre la loi extérieure, mais on peut également décider de suivre sa propre boussole intérieure, c'est-à-dire rester fidèle à ses propres critères de validation. Parfois, loi extérieure et loi intérieure vont dans le même sens, et c'est tant mieux parce que c'est plus facile à gérer pour chacun. Mais quand les règles sociales ne sont pas compatibles avec notre propre champ de conscience, notre vision, notre appréciation personnelle, c'est un peu comme si un corps humain rejetait une greffe.
Et quand le règlement extérieur est perçu comme non avenu, les défenses de la personne s'activent. Oui, et rappelons que c'est le moraliste qui décide des usages. C'est lui qui dit ce qu'est ou non la liberté. Jadis, le moraliste vivait souvent à la cour du roi. Aujourd'hui, il fait partie de l'intelligentsia qui accompagne les pouvoirs en place, c'est-à-dire des intellectuels détenant le savoir dominant né de la raison. Le moraliste cherche en général à tuer les particularismes et tout ce qui échappe à la doxa. Il n'aime donc pas la ruse populaire, ni l'esquive, ni les personnes qui restent fidèles à leur propre idée de la liberté. Le moraliste cherche à convaincre et récompense celui qui le suit. La récompense pourra être financière, sociale, honorifique ou autre. S'il n'arrive pas à s'y faire, alors il est puni, ou il durcit les lois. Par exemple, il va durcir les lois au nom de la sécurité, de la solidarité, de l'urgence. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent apparaître comme ça. Au besoin, il tentera de mettre sous tutelle les contrevenants, voire tout un peuple, généralement au nom de la démocratie. Et aujourd'hui, ce que l'on constate aujourd'hui, avec la complicité de certains médias subventionnés. On connaît la mise sous tutelle dans un cadre familial, par exemple lorsqu'une personne malade ou handicapée a besoin d'être prise en charge. Mais la tentative de mise sous tutelle des peuples existe aussi. Et c'est selon moi ce que nous vivons aujourd'hui sous le feu d'ambitions étatiques, européenne, mondiale, peu importe, car de toute façon la logique reste la même. La mise sous tutelle d'un peuple, c'est l'obtention du pouvoir suprême de décider à la place des citoyens ce qui est bon pour eux, tout en leur faisant croire que c'est eux qui décident, bien évidemment. La grande série sanitaire et télévisuelle autour de la Covid, ainsi que ses successifs épisodes invariants, furent ces dernières années prétexte, parmi d'autres, à installer une curatelle collective au nom de la protection sanitaire des citoyens, malgré les oppositions extrêmement argumentées de scientifiques internationaux qui ont montré l'absurdité de cette politique sanitaire. Et rappelons que la différence entre tutelle et curatelle est qu'un compte bancaire est ouvert au nom de la personne en curatelle renforcée. La prochaine étape sociale visée par nos gouvernants sera-t-elle de veiller sur nos finances, nos biens mobiliers et immobiliers, de nous dire combien nous avons le droit de dépenser sur notre propre compte, ou peut-être que cette privation de liberté se fera pour des raisons écologiques, par exemple de climat, ou tout ça en même temps. Alors, on comprend bien qu'on en prend le chemin, et il est difficile de ne pas le voir. Alors, en disant cela, est-ce que je fais acte de complotisme, ou bien est-ce que je fais acte de discernement? Alors là, c'est à chacun de décider, évidemment. Moralité, les pièges tendus pour, alors permets-moi d'utiliser cet oxymore, pour emprisonner la liberté, sont effectivement très nombreux. Pour pallier à tout cela et conserver son chemin, je me demande s'il ne faut pas réapprendre à nous servir de notre boussole intérieure, qui est le cœur vibrant de tous les discernements. Normalement, notre boussole intérieure, si elle n'est pas détraquée, doit nous tenir éloignés des tutelles et des curatelles, parce qu'une conscience humaine libre et vivante ne saura se résoudre à ce qu'un état curateur décide pour elle de ce qui doit être sa vie. Une boussole intérieure saine indique le meilleur chemin à suivre pour soi-même. Alors, ça m'évoque les pigeons en vol qui se servent des champs magnétiques de la Terre et qui n'ont jamais besoin d'une carte routière pour se déplacer, ni pour savoir comment s'extraire d'une cage fut-elle dorée. Aucun oiseau ne souhaite sciemment passer sa vie entre des barres de fer ou d'osier. En cela, je crois que les êtres humains sont au fond comme les oiseaux. D'ailleurs, je note que ceux qui ont compris cela n'enferment pas les oiseaux dans des cages.